Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Nous avons l'habitude de nous demander si l'on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide. Eh bien, c'est une habitude qu'il va falloir perdre, car lorsque la démocratie sera présente, le verre sera plein et ne se videra jamais. C'est avec ce message de joli présage que nous vous accueillons dans La France Libre, une émission du CNTF-CH avec dans l'immédiat Philippe, Jean-Pierre ne saurait tarder, et vous-même, messieurs, dames, bonsoir, bienvenue à vous, La France Libre avec le Conseil national de transition français, canal historique. Bonsoir à tous, merci pour cette introduction, merci. Alors effectivement, on n'est que deux pour l'instant, on espère bien grossir en nombre au moins d'une case ou d'une personne d'ici quelques minutes. Alors, d'abord, fin de semaine, vendredi, fin de semaine, c'est toujours sympathique de savoir que le week-end est pour dans pas longtemps, et puis on s'appuie sur ce qui a été écrit et dit hier, alors donc, enfin avant-hier plutôt, mercredi soir, lors de l'émission précédente. Dans l'émission précédente, souvenez-vous, nous avons parlé avec Yotin, essentiellement, du volcan de Santorin. Alors, je ne sais pas si c'est le hasard ou si c'est pas le hasard, mais le lendemain, il y avait des grands titres sur les volcans. Alors, je pense pas que ce soit nous qui ayons spécialement inspiré ces écrits de journaux, mais c'était remarquable parce que ça nous disait quoi? Ça nous disait il y a 38 volcans qui sont allumés dans le monde. L'article était américain, donc je dis bien dans le monde. Hein. Et aux États-Unis d'Amérique, il y en a au moins deux qu'on peut citer évidemment, qui est le Yellowstone et qui est le Mont Sainte-Hélène, je crois, qui sont tous les deux situés dans la partie nord-ouest des États-Unis d'Amérique et qui sont non seulement actifs, mais qui fument et qui menacent. Donc ça peut péter à tout moment. Bon. Compte tenu de l'ambiance de ce qui se passe sur cette planète au niveau des êtres humains et de l'ambiance de ce qui se passe sur cette planète au niveau des volcans et des énergies dont certains nous disent qu'elles sont en train de monter en puissance et qui nous viennent du soleil évidemment, hein, eh bien tout ça fait qu'il peut y avoir à un moment donné une forme de bouillonnement, n'est-ce pas, hein, qui a pu déjà exister au travers de l'histoire et dont nous serions les témoins en ce moment. Donc décidément, nous vivons une époque passionnante, intéressante, peut-être dangereuse, on verra bien. Mais en tout cas, il faudra se prémunir de la colère, de la colère, ce que nous prenons pour la colère de la Terre, qui n'est en fait qu'un nettoyage, car la Terre passe pour être un élément vivant, tout simplement, hein, pour ceux qui veulent bien l'admettre. Donc voilà ce que je voulais dire. Et puis peut-être aussi signaler que dans le cas des volcans, il a été dit peut-être un petit peu vite que les volcans ne faisaient jamais de victimes. Il est évident que toutes les personnes qui ont déjà vu des photos des explosions, des suites de l'explosion du Vésuve en 79 après Jésus-Christ à Pompéi, donc et notamment les communes alentours, eh bien il y a eu bien entendu des personnes qui y sont restées. J'ai pas le nombre des victimes en tête, mais il y a eu forcément des morts. Donc voilà, donc ça peut arriver qu'il y ait quand même des morts. Et ce qui est plus remarquable, c'est que c'est pas tellement les explosions ou c'est pas tellement les fusions de lave, etc. C'est surtout les retombées du nuage qui est toxique, qui peut être toxique, très toxique. Il peut y avoir des zones dans les fonds de vallée qui soient toxiques également. Et c'est ça qui fait des victimes, c'est l'après-explosion en fait, et de respirer des gaz qui sont assez dangereux, quoi. Voilà ce qu'on peut dire pour être un petit peu plus précis sur ce qui a été dit hier. Alors là, nous recevons notre ami Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre. Bravo Jean-Pierre d'avoir pu rattraper le temps. Bon, en attendant que Jean-Pierre arrive, on va regarder l'actualité en images. Alors je vous ai fait un petit florilège, une petite compilation de ce qu'est la propagande. On se retrouve juste après. Il s'est passé quelque chose dans cette pièce qui n'est pas habituel, Ulysse. Il y a eu un moment où Donald Trump a dit « Macron a réussi à me convaincre, presque à me retourner, si j'ose dire ». Et c'est vrai que la force de conviction d'Emmanuel Macron est très importante face à Donald Trump. Est-ce que vous allez bientôt rencontrer le président Zelensky? Oui, d'ailleurs, il viendra peut-être cette semaine ou la semaine prochaine pour signer l'accord de paix. Mais j'aimerais le rencontrer ici au bureau ovale. Donc voilà, l'accord de paix, on y travaille, on est tout proche d'un accord. Et je pense que le président Zelensky aimerait venir ici pour le signer. Moi, ça me convient tout à fait. Après, il faut que ce soit approuvé par leurs conseils ou leurs autorités, mais ça me semble probable.
Et puis je rencontrerai le président Poutine aussi à un moment donné. Je ne peux pas vous dire quand, mais on essaye de trouver une solution. Mais oui, à un moment donné, je le rencontrerai lui aussi. Vous, de votre parti pris politique, Emmanuel Macron. Alors on sait qu'en France c'est difficile pour lui, mais si on regarde au-delà de nos frontières, vous dites le monde nous l'envie. C'est sûr que depuis la dissolution, Emmanuel Macron traverse un trou d'air durable dans l'opinion française. Depuis quelques jours, il a un petit ballon d'oxygène. Et effectivement, les dirigeants étrangers, ou en tout cas la presse étrangère, recommencent à nous l'envier. Je n'exagère pas. Regardez cette prestation, évidemment à Washington, vous en avez longuement parlé, David. Immédiatement après, c'est une vidéo de la Maison-Blanche, un peu message spécial de Donald Trump à Emmanuel Macron. Regardez quelques extraits, c'est tout sourire que les deux hommes, que la Maison-Blanche, on va voir les images, montre la bonne entente des deux hommes. Alors, du coup, la chaîne CNN a bien noté combien le français avait usé de son charme et utilisé son vaste répertoire de compliments, son langage corporel tactique et ses poignées de mains interminables. Ils auraient pu ajouter les salutations chaleureuses à Brigitte Macron de la part du président américain. Alors, Salutations chaleureuses à la première dame. C'est vraiment sympa de la part de Donald Trump. oui, et puis c'est surtout vraiment sympa que la journaliste ne voit pas l'humour caché derrière cette phrase. De même que quand elle dit que Monsieur Macron est victime d'un trou d'air durable, un trou d'air durable, pour moi, c'est une chute. Et quand on tombe à la vitesse de 9 mètres, 9 mètres par seconde carré, c'est si mes souvenirs sont bons au sujet de l'accélération terrestre, il faut quelques secondes pour se ratatiner par terre. C'est plus un trou d'air, là, c'est un cassage de gueule. Donc voilà, c'est juste pour reprendre aussi la journaliste sur les mots qu'elle emploie. Est-ce qu'elle s'est trompée ou est-ce que c'était à dessein? Nous ne manquerons pas de le lui demander. En attendant, on continue les analyses. Et effectivement, Monsieur Trump a reçu sympathiquement Monsieur Macron, mais sans qu'il y ait d'apparat plus que cela. On a déjà traité cette question hier ou avant-hier, en disant qu'il était rentré, je dirais pas par la porte de service, mais pas loin, quoi. Il y avait pas les grandes orgues pour accueillir Monsieur Macron et la France. Donc c'est une réunion de travail, à la limite ça me choque pas. Il peut y avoir aussi des relations fréquentes. On n'est pas obligé à chaque fois de sortir le banc et l'arrière-banc, comme on disait autrefois. Autrement dit, la fanfare municipale pour recevoir. Oui, mais tout de même le protocole, quand même, Philippe. Normalement, c'est quelque chose qui se respecte. Là, en l'occurrence, notre résident de l'Élysée a été accueilli par la porte de derrière et a été obligé de klaxonner pour signifier sa présence. Oh, alors là, tu en sais plus que moi, mais je te crois tout à fait. Donc, voilà, ils nous répondront que ça fait partie de leurs accords personnels entre deux grands de ce monde qui ne se mouchent pas du coude, comme on dit, et qui en font fi du protocole. Ma foi, c'est ce qu'il faut en conclure, à moins que le protocole existe toujours pour certains et plus du tout pour d'autres. Ça serait une autre interprétation possible. Voilà. Très bien, allez, on va lancer le sujet donc de ce vendredi soir. En l'occurrence, nous allons étudier les USA et la France. Nous allons faire une comparaison bien précisément. Alors, on a appelé ça étude comparative, c'est un grand mot, et puis surtout, ça fait appel à la science, à ce que nous ne sommes pas des scientifiques. Mais par contre, à cette étape de la situation, au bout de un peu plus de 30 jours de travail de Monsieur Trump à son poste, d'ouvrage, j'ai envie de dire, et si on compare ce que a fait la France en regard, on va voir que c'est quand même deux entités différentes qui sont aux antipodes. C'est ça que je veux dire. Qu'a fait Monsieur Trump? Il a fait une chose très importante. Là récemment, je vous parle pas d'il y a 2 jours, je vous parle d'hier, d'hier et aujourd'hui. C'est toujours en cours. Et il est en train de se séparer des services d'un certain nombre de militaires, dont évidemment on a toute raison de penser qu'ils ne sont pas dans son cœur et qu'ils ont pu, à un moment donné, être complètement corps et âme vendus, le mot n'est pas trop fort, à l'état profond, qui avait ses équipes, évidemment, alors qui étaient maintenues et recrutées soit à coût de millions de dollars, ce qu'on veut bien croire, soit aussi à coût de conviction, c'est-à-dire que là où va l'argent, là va le droit. Bien souvent, certains militaires peuvent être tentés de raisonner de cette façon-là. Et certains ne s'en privent pas. Ce qui fait qu'ils seraient prêts, notamment, sous l'influence et aux ordres de l'État profond, d'obéir à des ordres illégaux, par exemple.
Donc ça, Monsieur Trump n'en veut pas, n'en veut plus. Donc il s'est carrément débarrassé. Alors on va nommer des noms, hein. Enfin en tout cas un nom, qui est un certain un général Monsieur Charles Q. Brown Jr. Ah, j'espère que je prononce bien. Monsieur Charles Q. Brown Jr. si vous préférez. Euh, qui est un général de l'armée de l'air, le général de l'armée de l'air, et qui a été, ma foi, exfiltré manu militari. Alors, il n'a pas été arrêté, mais ça pourrait bien lui arriver dans pas longtemps. Donc, la purge, car c'est bien le mot qui convient, continue. Et puis, il n'est pas tout seul, hein. Il y a d'autres gens, donc j'ai noté quelques noms, qui sont soit des militaires, soit des gens appartenant à d'autres, alors à d'autres entités, mais pour remplacer Monsieur Brown, hein, ce qui est important de dire, effectivement, c'est que évidemment quand on se débarrasse avec des guillemets d'un personnage haut, de grande puissance dans un gouvernement, c'est pour le remplacer par un autre d'aussi grande puissance, mais qui soit plus favorable à nos idées qu'à ceux du camp en face. On est bien d'accord. Donc, en l'occurrence, Monsieur Brown, ben, il est remplacé. Il est remplacé par un certain lieutenant-général Dan Radzin, Kane, c'est son nom complet, spécialiste de l'action directe, déclaration de, voilà. Alors, Dan Radzin, Kane, c'est son nom complet. Voilà, donc spécialiste de l'action directe. Voilà. Et donc, ce monsieur, et avec évidemment la bénédiction de Monsieur Trump, bah, il déclare la guerre tout simplement aux traîtres du Pentagone qui étaient animés par l'État profond, quoi, hein. Donc on n'est pas sur des petites choses, on est sur des grosses choses. Alors Dan Radzin, ça s'écrit entre guillemets, alors R-A-Z-I-N. Je connais pas ce monsieur, je pense que je suis pas tout seul à pas le connaître. Mais s'il y a des guillemets, c'est soit que c'est un sobriquet, soit que je sais pas les guillemets à quoi ils correspondent. Je suis allé voir sur Internet, il n'y a pas de mot particulier à part Stenka Radzin, qui était ce pirate du XVIIe siècle qui ravageait justement du côté de Kazan et des Khazars, qui ravageait un peu les populations, qui les raquettait, etc. Une sorte de mandrin français ou de cartouche français. Voilà, et qui est très célèbre, hein, dans Russie notamment, évidemment, mais dans tous ces pays-là. On a gardé une mémoire de lui, évidemment, il y a les opéras qui portent son nom, enfin voilà, quoi. Et donc, Radzin, ça peut être ça, ça peut être en référence à ce guerrier valeureux qui a semé la terreur un peu partout, là où il était. J'espère que le lieutenant-général Dan Radzin Kane n'est pas de ce bois-là et qu'il sera plutôt du genre à, d'une part, obéir à Monsieur Trump, et puis du genre surtout à sauver les Américains plutôt que de les ennuyer. Voilà ce que je peux dire. Il y a également une avancée formidable de la part de Monsieur Trump sur le fait qu'il a licencié, le mot n'est pas trop fort encore, renvoyé, viré, saqué, fired, you are fired, il dit ça comme ça, lui, hein. Vous êtes flingué en fait, hein, pour couper l'appareil juridique de l'État profond. Parce que l'État profond dispose comme de militaires qui étaient à sa botte, il a bien sûr toujours certains magistrats qui sont à sa botte et qui sont souvent des gens de talent. Et là, il les a supprimés carrément, hein. Donc, ça va faire quoi? Ça va mettre fin au blocage des enquêtes qui sont en cours sur les opérations militaires notamment, sur les surveillances illégales, sur les assassinats ciblés et les campagnes de suppression d'informations. Ça va mettre fin à tout ça. Et ces magistrats qui ont été virés, là, pour le coup, on a quand même une bonne raison de penser qu'ils vont eux aussi, à un moment donné, faire face à leur père, c'est-à-dire ils vont eux-mêmes passer en procès, quoi. Voilà. Ils vont aller devant les tribunaux, ces gens-là. Voilà. Donc ça, c'est ce qui s'est passé là, dans les dernières 48 heures, hein. C'est pas des choses. Donc c'est pas des choses anodines, c'est des choses récentes et c'est des choses puissantes. Alors, évidemment, pendant ce temps-là, si on fait une petite comparaison, puisqu'on vous a promis une étude comparée, hein, évidemment très succincte, mais qui est pratiquement une photo du tenté, sous 48 heures. En 48 heures, il se passe tellement de choses que déjà, on peut faire des différences, quoi. Pendant ce temps, qu'avons-nous fait en France? Eh bien, on a quoi? On a un État profond qui était jusqu'à maintenant bien installé aux États-Unis d'Amérique, bien qui est en train de se décaler en Europe, puisque vous êtes sur le territoire des États-Unis d'Amérique, il est pourchassé physiquement. Et en Europe, ma foi, il est un petit peu plus tranquille pour l'instant, de telle sorte que, eh bien, on s'aperçoit que
Si jamais il arrivait des choses, des bricoles, ou que Monsieur Zelensky, vous savez, Monsieur Zelensky, c'est le président de l'Ukraine, hein, je ne vous apprends rien. Si jamais il lui arrivait quelque chose, politiquement, je veux dire, hein, eh bien, il serait accueilli, les bras ouverts, en France, figurez-vous. C'est vous qui avez choisi ça, vous et moi, mesdames et messieurs? Je crois pas. Donc c'est quelqu'un d'autre, sûrement, oui, bien sûr. C'est Monsieur Macron, bah peut-être. Ou alors est-ce que c'est quelqu'un qui parle dans l'oreille de Monsieur Macron? Je pense, plus sûrement, oui. Donc, à partir de là, savoir que Monsieur Zelensky, bon, on peut penser ce qu'on veut de lui, hein, mais bon, visiblement, il a détourné de l'argent, il est pas d'accord, il est plus d'accord avec le tonton Trump, qui pourtant était son copain. Soi-disant, ils doivent signer la paix ensemble, possiblement. Mais si c'est le cas, ça sera une paix allez, on va dire de pacotille. La vraie paix, elle va se signer entre Monsieur Trump et Monsieur Poutine. Donc voilà. Donc là, il y a une comédie qui se joue quelque part au détriment des personnes comme Monsieur Zelensky et au détriment des personnes comme Monsieur Macron. Je le pense sincèrement. Hein, donc il n'a plus de rôle à jouer dans ces échanges-là. Donc qu'il ait pu paraître séduisant auprès des Américains lorsqu'il a été voir Monsieur Trump, c'est possible. Mais bon, je pense que tous les commentaires américains qui sont faits autour de cette visite sont plutôt des commentaires ironiques que des commentaires de sincère. Tu veux dire que la presse française, l'audiovisuel français serait à la botte de l'État, Philippe? L'audiovisuel français, alors l'audiovisuel français, il est partagé. Nous avons effectivement une majorité. Tout à l'heure, on a entendu Madame, je sais plus son nom, avec son pull rouge là. Une journalope. Ouais, voilà, qui nous expliquait que il était dans un trou d'air prolongé à longue durée. Un trou d'air longue durée, ça veut dire boum, éclaté au sol. Hein, c'est ça que ça veut dire. Mais elle ne l'a pas dit parce qu'elle est avec lui. Qu'est-ce que ça serait s'il était contre lui? Et voilà. Donc, il y a effectivement des gens qui sont en train de bouger, des journalistes sont en train de bouger, évidemment, ils sont simplement tournés, évidemment. Et puis il y en a qui ont carrément franchi le pas, c'est-à-dire qui étaient dans l'ancien système et qui ont basculé dans le nouveau. Alors figurez-vous qu'on va citer Monsieur Hanouna. Monsieur Hanouna, bien sûr. Hein, alors lui, il était invité carrément par Monsieur, comment dirais-je, oui, par Trump pour l'investiture. Absolument. Non, après, il a été invité après, je crois. Là. Oui, tout à fait, oui. Et donc il a dit je peux pas y aller parce qu'il faut que je finisse mes émissions. Donc ça, de ce côté-là, on peut pas lui reprocher d'avoir été sincère. Donc voilà. Résistant de la dernière heure quand même. Alors oui, mais justement, résistant parce qu'il dit quoi? Il dit qu'il est pro-Trump. Et là, le verre est dans le fruit, véritablement. Alors de quel fruit et quel verre parlons-nous? Le fruit, ce serait plutôt en l'occurrence le Deep State, et puis le vert, c'est celui qui n'est plus d'accord avec le Deep State. Alors il y a des zones où le Deep State, pardon, est en train de disparaître physiquement par grignotage, je dirais, comme aux États-Unis. Mais par contre, en Europe de l'Ouest, c'est encore l'inverse. On a toujours l'Europe, on a toujours Bruxelles. Voilà, on a toujours cette Union européenne bruxelloise qui fait la loi, qui fait sa loi, qui fait la loi de ceux qui sont pas d'accord avec elle aussi, comme par exemple Monsieur Georgescu, qui lui est un Roumain qui a voulu se faire élire en Roumanie comme président de la République roumaine et dont le scrutin a été annulé pour des raisons assez obscures. Et on se propose de reconduire l'élection au mois de mai. Ce monsieur se rend, je ne sais dans quelle administration, avec son dossier pour s'inscrire à nouveau comme candidat pour le mois de mai. Il est dans sa voiture et la police lui tombe dessus parce qu'il a oublié de faire des déclarations d'impôts, je ne sais quoi, enfin des trucs idiots. Et donc il part directement en prison là. Hein. Donc voilà l'Europe dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Hein, voilà. Donc cette chose-là. Et puis qu'est-ce qu'on a nous d'autres? On a une franche hésitation du côté de la France, hein, d'une franche hésitation vis-à-vis de Monsieur Poutine. Que faire, que dire? Vis-à-vis de Monsieur Trump, on peut encore jouer. On peut encore jouer au chat et à la souris parce que Trump, c'est l'Amérique. L'Amérique, c'est notre allié de toujours. Et on sait aujourd'hui que être ami des États-Unis, c'est dangereux. Être ennemi, être ennemi des États-Unis, c'est dangereux, mais être ami des États-Unis, c'est extrêmement mortifère. Et on a payé de longue date pour le savoir. Mais là, justement, Monsieur Trump se moque largement de Monsieur Macron, qui n'a pas compris ce rapport de force qui existe. Je suis pas certain qu'il connaisse l'histoire à ce sujet-là. Donc,
On voit ça. Et puis on voit quoi? On voit un monsieur Bayrou. Alors aujourd'hui, on nous met dans les médias, monsieur Bayrou va-t-il sauver son ministère? Mais la question, c'est plutôt faut-il qu'il sauve son ministère? La question, elle est plus là, celle qui intéresse les Français et ceux qui pensent à l'avenir, évidemment. Hein. Est-ce qu'on a envie d'un Bayrou ad vitam aeternam pour faire semblant d'avoir l'air d'être un pays stabilisé politiquement? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Donc, Monsieur Bayrou, quelles que soient par ailleurs ses attitudes qu'il a pu avoir il y a 20 ans, 10 ans, 15 ans, je ne sais quoi, pour cette affaire de Betaram, eh bien, quel que soit par ailleurs son mensonge, s'il dit ne pas y avoir été participé, d'une part, bien sûr, mais ne pas y avoir été au courant, n'avoir pas été au courant de ça, c'est effectivement gênant. Dans d'autres temps, ça n'aurait fait pas 3 lignes dans les journaux, comme on dit. Hein. Aujourd'hui, ils s'en servent comme arme de guerre pour, comme on dit, dézinguer le candidat et faire en sorte qu'il nous quitte. Bon, voilà. Et tout ça autour de quoi? Autour de la reconstruction, je dirais, du projet de des retraites, tout simplement. Hein. Quand on s'ennuie, en France, c'est très simple, il faut parler des retraites. Là, vous êtes sûr que tout le monde parle et on recommence et on dit les mêmes choses régulièrement tous les 5 ou 10 ans. Voilà. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire on est baladé. Sur les radios, on fait des grandes longueurs sur des sujets qui n'ont pas d'intérêt. Évidemment, on est le plus court possible dès qu'il s'agit de rentrer sur des sujets un petit peu plus pointus, comme par exemple la démocratie. J'ai entendu ça à midi, là, une radio, là. Et c'est le journaliste qui interrogeait des gens qui appelaient au téléphone, hein, et qui coupait les gens. Alors, oui, on sait que la démocratie, ça permet pas de faire ceci, permet pas de faire cela. Bon, donc il fait les questions et les réponses et il oriente la pensée des gens. C'est son job. Donc on en est encore là, nous, en France. Voilà ce que je peux dire. Je pourrais multiplier les exemples, mais ça serait un peu lassant. Je pense que tout le monde aura compris l'esprit. D'un côté, du côté de Monsieur Trump et du côté atlantiste, enfin de l'autre côté de l'Atlantique, on a un pays qui est en train de bouger à la vitesse grand V, d'un point de vue politique, social, économique, qui est en train de tenir ses promesses au niveau du grand coup de balai que Monsieur Trump avait promis de faire. Côté Europe, ma foi, on s'accroche au système. Le système, c'est Bruxelles. Le système, c'est l'État profond. Et on se dit qu'il va falloir trouver une solution pour prolonger la guerre en Ukraine. Vous avez bien entendu. Prolonger la guerre en Ukraine. Pourquoi? Parce que cette guerre en Ukraine, elle nourrit. Alors, elle ne nourrit pas ceux qui meurent, ça c'est sûr. Elle ne nourrit pas leur famille non plus. Elle ne nous nourrit pas non plus, nous, à titre personnel, parce que l'Ukraine, on a peu de liens avec l'Ukraine. Par contre, elle nourrit tous ceux qui, comme on dit, qui sont nourris par le trafic, qui sont nourris par les différentes affaires qui sont faites, que ce soit au niveau des armes, que ce soit au niveau de la drogue, que ce soit au niveau du trafic. C'est quelque chose de fou, Philippe, parce que j'ai entendu Macron dire que l'armée ukrainienne était une des plus puissantes d'Europe et que, ben voilà, forcément, la paix ne pouvait pas arriver avec une telle armée. Voilà, c'est ça. Donc, ça veut bien dire qu'on fait semblant de se faire croire les uns aux autres que nous sommes très forts. Ce qui est un crime, de dire à un peuple, nous sommes les plus forts, on va vaincre, alors qu'on est à 1 contre 10, avec des moyens techniques totalement inférieurs, que même les pires des militaires français qui sont du côté de la cabale et de l'État profond sont en mesure de dire que l'armée française n'est pas du tout prévue pour faire un combat de frontal sur des plaines avec des chars d'assaut contre une armée russe, par exemple. Non, notre armée, elle a été conçue en armée de projection dans des zones subsahariennes, etc., et où elle a fait son travail. Mais elle a jamais été prévue pour faire des combats en race campagne en Europe, puisqu'il était convenu qu'en Europe, c'était un territoire totalement pacifié, puisqu'il y a la bombe atomique. Eh oui, il y a la bombe atomique, donc on va pas se taper dessus. Aujourd'hui, on a un monsieur Macron qui nous explique qu'on peut se taper dessus avec ou sans la bombe atomique. Et oui, parce qu'il est tenu de relayer le message qu'il faut conserver la guerre en Ukraine et refuser le statu quo de ce que ce que monsieur Poutine a fait en Ukraine, au Donbass, etc., dans les territoires de l'Est de l'Ukraine, où il s'est imposé, où il a fait la Pax Russia, hein, si je puis dire, la paix russe, à son avantage. Alors évidemment, si on regarde les choses uniquement dans ce sens-là, le dialogue va être vite terminé. Alors que M. Trump, lui, il a décidé de regarder les choses un petit peu d'une autre façon, en disant que c'était un petit peu normal que M. Poutine se débatte dans des pièges dans lesquels il avait été successivement emmené par l'Europe, tout simplement, et puis les États-Unis à l'époque. Hein. C'était pas Trump à ce moment-là, c'était M. Biden. Et donc, lui, il comprend. Nous, on comprend pas, mais lui, il comprend. Voilà. Donc, c'est bizarre. Monsieur Macron a pour mission
de dire à son peuple que tout va bien, qu'on va vaincre parce que nous sommes les plus forts. Alors qu'en fait, si jamais on a le malheur de tirer un coup de canon en Russie, je pense on est tous très très mal, quoi. Hein, et je suis pas le seul à le penser. Donc voilà où nous en sommes, nous, pendant que les Américains bougent. Qu'est-ce qui se passe en Europe? Alors, qu'est-ce qui se passerait, par exemple, en France avec l'armée? On peut peut-être imaginer qu'il y a au sein de l'armée française la même séparation qu'il y a au sein de l'armée américaine ou qu'il y a eu au sein de l'armée américaine, sachant que les Marines ont toujours été du côté de M. Trump et qu'on trouvait des oppositions plutôt du côté de la CIA, du FBI, qui sont en plein démantèlement. Alors, on se parle. Donc voilà. Donc voilà, et donc du côté de monsieur, enfin de la France, que va-t-il se passer? Est-ce qu'il y a une armée qui serait plus ou moins cachée, plus ou moins, voilà, on ne connaît pas, on l'a jamais vu, on ne sait pas qui c'est, et qui marcherait en parallèle avec d'autres armées? Pourquoi pas l'armée de monsieur Trump, hein, les Marines ou autres, je ne sais pas. Moi, je dis ça, ce ne sont que des hypothèses. Et on peut imaginer ça, qu'il y ait une union sacrée des militaires, d'un côté favorable à la paix et de l'autre favorable à la guerre, et donc du côté du Deep State, puisque c'est le Deep State qui a besoin de la guerre pour survivre financièrement. Et je rappelle qu'il a besoin de la guerre pour survivre financièrement, parce que M. Trump a coupé toutes les sources d'approvisionnement financières qui venaient des États-Unis d'Amérique et qui allaient vers les ONG, qui elles-mêmes les redispersaient à droite et à gauche, sans qu'on ait de comptabilité claire sur tout ça. Donc, Monsieur Trump a coupé toutes les sources de départ de l'argent. Donc, ça veut dire que le robinet est enfermé, l'eau ne coule plus, les dollars ne coulent plus à l'autre bout du tuyau. Donc, il faut perpétuer cette guerre. Ça, c'est une question d'oxygène pour l'État profond. Donc voilà. Et Monsieur Macron, lui, il est chargé de porter cette mauvaise nouvelle, encore en l'occurrence, et cette nouvelle. Donc, il va falloir qu'on s'habitue, au moins pendant les 3 prochains jours. Je dis ça comme ça parce que on ne sait pas à quoi il va falloir s'habituer dans une semaine ou dans un mois. On est dans l'attente justement du résultat du travail et de l'œuvre de Monsieur Trump, sachant que la seule œuvre et le seul travail de Monsieur Macron, c'est comment dirais-je, d'assurer les arrières du Deep State, pour que les quelques-uns qui se rendent compte qu'ils sont en train de perdre tout, eh bien, puissent avoir le temps de fuir. Alors, le temps de fuir où? Le temps de fuir comment? Sincèrement, j'ai pas la réponse. Sachant que dans le sous-sol, il se passe beaucoup de choses. Quand je dis le sous-sol, c'est les profondeurs de la Terre, où il y a des bases. Hein. Aujourd'hui, on le sait. Et que dans l'air, il y a aussi des bases, comment appelle-t-on ça, des satellites, hein, des stationnaires. Hein. Il y a des choses qui stationnent dans la stratosphère, au-delà de la Terre. Eh bien, tout ça, ce sont des espaces. Est-ce que ce sont des espaces de secours et de liberté pour ceux qui fuient? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, ne sachons pas ça. Ça peut être un combat à la vie, à la mort, comme on dit. Hein. Donc, on ne veut pas être alarmiste, mais en même temps, on se dit qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, et que cette mesure entre l'État américain et l'État français, qui est à mon avis assez représentatif de certaines réalités, l'État français étant une sorte de porte-étendard désormais de cet État profond, qui nous aura décidément bien embêtés jusqu'au bout. Eh bien, ce combat de titans là, qui est en train de se mettre en place, avec des mesures probablement de rétorsion de la part du Deep State, il va pas se laisser faire comme ça. Et Macron doit définitivement être son porte-étendard, son porte-drapeau. Alors j'ai envie de dire Macron et consort, parce que lorsque Monsieur Trump dit à Monsieur Macron, saluez votre gentille dame, là, je sais plus quel est le terme exact. Mais donc ça veut bien dire que on sait qui vous êtes, on sait ce qui ne va pas, on va aller vous chercher, quoi. Moi je l'interprète comme ça. Voilà. Il y a une solution pour les gens qui regardent encore la télévision, par exemple le journal de 20h, etc. Alors c'est pas compliqué, il suffit de mettre ce que eux disent à l'envers, et là au moins vous aurez la bonne information. Ben oui, ils font dans l'inversion, donc forcément pensez à l'envers. On ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs, et on ne peut pas faire une émission, La France Libre, sans avoir un mot de Jean-Pierre. Jean-Pierre, veux-tu nous donner la parole, s'il te plaît? Oui, merci beaucoup. J'ai relevé en gros caractère, tout va bien. Et c'est vrai, tout va bien. C'est peut-être une des rares choses vraies que ce monsieur a dit. En arts martiaux, on dit qu'il n'y a pas de vraie réponse, il n'y a pas d'une attaque sincère. On ne peut pas dire que ces gens-là ont lésiné sur l'attaque.
Donc, il y a une véritable réponse dont nous faisons partie à l'attaque à la vie. C'est-à-dire que notre action consiste à protéger la vie et à l'encourager envers, et je dirais bon gré, toutes les attaques, car à chaque attaque, nous nous renforçons. Donc, tout va bien. 3 mots. Hein. Le premier mot contient 4 lettres. T-O-U-T. 2 fois la terre, une fois en majuscule, une fois en minuscule. Et puis le U qui signifie l'union. Tout va bien. Et le bien, c'est l'association de 2 principes complémentaires qui n'en font qu'un, le bi-un. Donc les 2 principes complémentaires, l'attaquant et l'attaqué, qui font un art qu'on appelle l'art martial. Et dans cet art, chacun développe, l'attaquant développe son humilité, car l'attaquant a perdu d'avance, et celui qui reçoit l'attaque développe son humour et sa patience. Merci d'avoir entendu. Merci Jean-Pierre. La bienveillance reprend ses droits, le ton devient clément. Eh bien, je crois que tout est au rendez-vous pour que nous puissions passer un bon week-end. Le moment est venu de vous souhaiter une excellente soirée. Prochain rendez-vous avec la France Libre et le Conseil national de transition français, canal historique, vous l'aurez compris, juste après le week-end, donc lundi. Bonne soirée à vous.